OK. Donc, la partie 1, on suppose qu'on s'intéresse à l'analyse empirique de la version Shape-Lintner du MEDAF, donc, qui a donné par cette expression que vous connaissez, donc l'espérance du rendement I, ou le rendement de l'actif sans risque, et qui a donné par donc bêta I, donc l'écart, donc les espérances, ou RI et RFRM sont les rendements respectivement d'un actif ou portefeuille quelconque I, un actif sans risque F, et le portefeuille du marché. Donc, bêta I, c'est vraiment le coefficient de corrélation, donc la covariance divisée par la variance. Et le bêta du marché du portefeuille IA. Supposez que notre objectif sera de se servir d'un échantillon empirique pour estimer ce modèle et tester empiriquement sa validité. Titan, supposez que pour une séquence de période de temps t allant de 1 jusqu'à grand T, on a des observations sur les variables, donc R, F, R, M, P, D, qui sont respectivement des observations sur le rendement d'un actif considéré d'être sans risque, le rendement d'un portefeuille est considéré approximativement bien, considéré d'approximer bien le concept du portefeuille du marché et le prix et dividende de l'actif au portefeuille. Et donc, les dividendes, c'est lié le prix. OK. Petit a. Attendez. Alors, petit a, c'est écrire un modèle économétrique qui correspond avec le MEDAF comme présenté ci-dessus et qui peut être estimé avec l'échantillon disponible. Voilà, c'est le coût, encore une fois. Donc, déjà, donc, ça, c'est l'équation de non-arbitrage, donc entre un actif sans risque et puis l'investissement donc dans une action. Okay. Parce que supposez que comment je vais l'expliquer? Supposez que vous prenez une action, bon, vous prenez un actif, il va vous rapporter en fait RIT, okay, l'année prochaine, si vous l'investissez, si vous prenez un actif, donc il va vous rapporter un RIT. Et si vous l'investissez dans une action que vous avez achetée aujourd'hui ou bien hier au prix PIT-1, donc vous aurez au total la quantité que vous pourrez acheter au prix PIT-1, c'est 1 sur PIT-1. Okay? Si vous avez une unité de bien, donc le prix c'est PIT-1, la quantité que vous pourrez avoir c'est 1 sur PIT-1, et chaque unité va vous apporter une dividende petit dt et va vous apporter un surplus. Le surplus que ça va vous apporter aussi, c'est la variation du prix. Donc, la variation du prix, c'est le surplus en fait que ça va vous apporter. Donc, cela, donc toute cette quantité, c'est le surplus que ça va vous apporter en termes d'action. Alors, multiplié par la quantité totale d'action, c'est 1 sur PIT. Donc, c'est une sorte d'équation de non-arbitrage. Et le modèle est donné par donc la différence, donc RIT moins RFT, ça fait alpha I plus bêta, donc face ça. On ajoute juste l'epsilon qu'on ajoute. OK. L'équation qui est donnée un peu plus en haut, mais cette fois-ci, sans l'espérance, donc il y a un terme d'erreur qui s'en ajoute. Donc, comme vous l'avez vu dans le cours, donc c'est essentiellement ce qu'il faut retenir et puis donner la signification de chaque élément de cette équation. OK. Bêta I, c'est le bêta de l'actif I. Mesure son risque non diversifiable. Alpha I, c'est la composante systématique du rendement autre que son risque non diversifiable et devrait être 0 sous l'hypothèse nulle. Okay. Sous l'hypothèse nulle, alpha I égale 0. Donc, on va écrire le modèle comme ça. On peut l'écrire où YT est donné par donc les écarts ici.
Et les xt sont donnés donc il y a la constante qu'on fait intervenir. Okay. Les xt sont ça, et puis le 1, de sorte que quand vous le multipliez par alpha i, bêta i, donc le bêta serait alpha i et puis bêta i. Bon, ici on appelle delta. Okay. Donc delta, ça fait alpha i et bêta i. Donc c'est ça en fait, donc le modèle qu'il fallait juste écrire. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok, c'est parfait. La deuxième question, petit b. En supposant que les erreurs dans ton modèle sont indépendantes et identiquement distribuées suivant les lois normales et indépendantes des régresseurs, écris les fonctions de vraisemblance et log vraisemblance de votre échantillon. Trouvez les CPO pour la solution de l'estimateur du maximum de vraisemblance et démontrer que cet estimateur est MCO. Okay? C'est aussi simple que ça. C'est exactement aussi comme dans le cours. Alors, donc, on sait que les erreurs suivent une loi normale, donc indépendant identiquement distribuée. Donc, la fonction donc, de densité donc, de cette loi epsilon, en fait, est donnée par ça. Pourquoi ça? Parce que epsilon t, ça fait yt moins xt prime delta. Donc, normalement, c'est epsilon t carré qui est ici. Donc, quand vous le remplacez par yt moins xt prime delta, on a ça comme la fonction de densité pour une variable epsilon t. Alors, si on prend tout l'échantillon, alors on va multiplier donc toutes ces densités-là, toutes ces fonctions de densité, et ça donne ça. Alors, le produit de ça, t fois, ça va faire tout ceci exposant grand T, et le produit des exponentielles, ça va faire l'exponentielle donc de la somme. D'accord? Si tout le monde est à ce niveau. Donc, on va prendre maintenant le logarithme. Si on prend le logarithme, ici, c'était tout ceci est souvent grand T. Donc, le log de ceci, ça va faire T log de ça. Et log de ça, ça fait moins log du dénominateur. Ce qui fait que ça fait moins T ln de tout ceci. Et le logarithme de l'exponentielle, ça va juste donner ce qui est dans l'exponentielle, avec la somme, bien sûr. Donc, on a ça. Alors, il faut maximiser la log vraisemblance. On maximise par rapport à delta. Okay, donc, vous dérivez par rapport à delta, ça donne 0 ici. Ici, ça va vous donner dérivé de ceci par rapport à delta. Vous allez trouver d'abord xt, donc moins xt, qui va multiplier tout ceci. OK? Et puis, il n'y aura plus le carré. D'accord? Donc, ça fait 2 fois la dérivée de tout ceci en delta, ça donne xt prime, bon, moins xt prime, qui va multiplier tout ceci sans le carré. Donc, c'est ça. Alors, quand vous posez égal à 0, donc avec delta chapeau, vous trouvez vraiment le MCO hein, de manière standard, bien classique. On trouve delta chapeau donc de MCO. Alors, le petit c, c'est quoi la question? Trouver la loi de probabilité asymptotique de ton estimateur ainsi qu'un estimateur convergent de sa matrice de variance-covariance asymptotique. Bon, ça c'est une chose que je vous ai présentée en début. Donc, dans le labo, il faut juste utiliser donc, théorème central limite, la loi des grands nombres. Donc, alors, donc, d'après, donc, même comme dans ECO 8600, on a, d'après la loi des grands nombres, bon, avant d'arriver là-bas, même d'ailleurs, théorème central limite, avant d'arriver là-bas, on avait appris à faire apparaître donc le racine de t. Donc, ça donnait 1 sur t dans cette parenthèse, et puis 1 sur t à ce niveau aussi. Et puis, d'après la loi des grands nombres, donc on avait dit que la moyenne converge vers l'espérance. Donc, l'espérance de xt prime, ça donne qxx moins 1.
okay, en probabilité. Et que cette distribution, donc, somme de xt, xt, epsilon t, donc 1 sur racine carrée de t, somme de quelque chose, converge vers la loi normale. Donc, de moyenne, l'espérance de ça qui va donner 0, et de matrice de variance-covariance, de variance de ça. Okay, la variance de ça va vous donner sigma carré qxx. Okay. Et donc, finalement, en utilisant Slotsky, ça va multiplier ça. Donc, qxx moins 1 va multiplier ceci. Donc, il va rester à gauche et puis à droite. OK? Et il va se simplifier avec 1. Là, si quelqu'un ne comprend pas vraiment l'opération que je suis en train de faire, je vais me demander directement, c'est parce qu'on a déjà fait beaucoup ces genres de calculs. C'est pas que je sais que beaucoup sont à l'aise avec ça. Donc, ça, c'est le type qu'on utilise. Ça, fois ça. Okay. Donc, ça va converger vers ça. Donc, on a la loi normale. Ça va sur une loi normale. La loi symptotique sur une loi normale. Maintenant, on va trouver donc la matrice de variance-covariance de delta chapeau. Alors, on sait que QXX chapeau, ça donne la moyenne. Et sigma chapeau, ça donne donc 1 sur T, somme des epsilon T chapeau carré. OK? Ou epsilon T chapeau, c'est les erreurs estimées. Okay? Il faut faire la différence entre les erreurs estimées et les erreurs epsilon T. Okay? Epsilon T, c'est YT moins XT delta. Mais epsilon T chapeau, c'est vraiment YT moins XT, vraiment delta chapeau. Donc, quand on met les chapeaux, c'est les estimés, ou bien les estimateurs. OK, donc on veut trouver vraiment l'estimateur, vraiment aussi donc de la variance de delta chapeau. Donc, on veut un estimateur de ce truc-là. Donc, qui sera que le sigma chapeau et puis le QX chapeau aussi. Donc, c'est cette expression-là qu'on veut retravailler. On savait déjà que QX, en fait, c'était la somme des XT. Ah non, on savait que QXX, c'est l'espérance de XT prime. Okay. Et QXX chapeau donne en fait cette somme-là, tout comme sigma chapeau donne la somme donc des epsilon T chapeau. OK? Alors, donc, finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc la matrice de variance-covariance donc, de delta chapeau serait donc ça fois l'inverse de ça. OK? Il n'y a pas de grand calcul à faire. Petit D. Proposer une statistique pour tester l'hypothèse nulle énoncée dans la section A. Okay? L'hypothèse nulle, donc, du fait que le coefficient est nul. Quelle est sa loi asymptotique sous cette hypothèse nulle? Alors, on connaît tous comment on le fait, vu que c'est un test qui n'est pas joint. C'est juste pour l'alpha i qu'on veut. C'est qu'on ne va pas tester, parce que le delta, c'est alpha i et puis bêta i. D'accord? Donc, ce n'est pas delta qu'on va tester égal à 0, 0, mais plutôt le alpha i seulement. Donc, si c'est alpha i seulement qu'on veut, ça veut dire qu'on veut juste le premier élément, en fait, qui est un delta. Donc, c'est un test qui n'est pas joint, donc un test simple. Donc, on va utiliser soit donc, la loi normale, soit la loi de Student. Donc, la loi normale, lorsque le paramètre, le sigma est connu, donc la loi de Student, lorsque le sigma n'est pas connu. Et dans ces cas, le sigma n'est pas connu, donc on utilise sigma chapeau. Okay? Donc, le système du sigma chapeau qu'on utilise. Euh, euh, attendez, je vois. Sigma, non, ça, est-ce qu'on l'estime? Non, on n'a pas estimé. Hein. Cette quantité, on ne l'a pas estimée. Je pense qu'on l'utilise directement. Bon. Attendez, je vois. Oui, c'est estimé. C'est estimé.
Donc ici, il a mis la loi normale, mais si vous mettez ceux qui vont mettre la loi de student, il n'y a pas de souci. Je vous accorderai le point. D'accord? Donc, racine de grand T multiplié par alpha i chapeau. Ben, vous savez pourquoi on a mis racine de grand T? Parce que la variance, ça, il y a ce truc. Il y a racine de T, donc delta chapeau moins delta qui suit la loi normale. Donc, si vous, si vous, si vous décomposez donc delta chapeau, ça va faire donc racine de T qui va multiplier alpha chapeau et moins alpha qui va suivre la normale. OK? Sigma carré QX moins 1, c'est-à-dire le premier élément donc, de cette matrice-là. Et donc, c'est de là que vient le racine de T. Donc, on divise par donc la variance, donc qui va suivre la loi normale 0, 1. J'espère que tout le monde est à l'aise avec cette manière de noter les choses. On prend donc l'expression, on divise par la variance de chaque élément, ça suit la loi normale 0, 1. OK? Alors, c'est juste le test avec Douglas, on ne va pas aller calculer pour chercher la valeur critique ou parce qu'il n'a pas donné un seuil auquel en fait on devrait comparer cette valeur pour pouvoir décider. Donc, vous posez juste la formule, vous dites quelle loi ça suit, point barre. C'était la question. OK? Quelle est la statistique qu'il faut et sur quelle loi? C'est tout. Petit e. Les résultats de cette analyse empirique, comment nous renseignent-ils sur le risque de l'actif I et de sa relation risque-rendement? Alors, quelques réponses possibles ici, c'est que bêta I chapeau nous donne la mesure du risque non diversifiable de l'actif I sous le MEDAF, c'est-à-dire un estimateur convergent de son bêta, où la volatilité, non, la validité de H0 qui nous renseigne sur l'évidence pour le MEDAF dans l'échantillon. Ou si on rejette H0, ça nous dit que le bêta n'est pas une mesure suffisante du risque de l'actif. Okay. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, le petit 2, c'est qu'on suppose maintenant qu'on voudrait jointement estimer et tester la validité du MEDAF pour un ensemble de 3 actifs avec les mêmes variables que dans les questions petit 1, sauf que maintenant, on observe les prix et dividendes pour les 3 actifs, okay, PIT, DIT. Écrire un modèle économétrique qui correspond avec le MEDAF comme présenté ci-dessus et qui peut être estimé jointement avec les 3 actifs, avec l'échantillon disponible. Discuter l'interprétation économique de tous les paramètres dans ton modèle et proposer une hypothèse nulle sur ces paramètres qui correspondent avec un test de validité jointe du MEDAF pour les 3 actifs. Avant son estimation, est-ce qu'il y a des transformations des données fournies qui doivent être effectuées? Voilà. Je pense aussi que vous l'avez fait dans le cours. Donc, les actifs joints, c'est pas du tout un problème ici. C'est un peu tout comme la réalité donc, des MCO qu'on avait fait. Donc, moins de carrés multiples. Donc, avec plusieurs variables, donc une matrice cette fois-ci. Alors, donc, ici, donc, le YT, ça donne en fait 3 éléments. C'est vrai qu'il est plus complexe qu'on peut le penser. Parce qu'il y a 3 vecteurs en fait qui vont évoluer aussi dans le temps. Okay? C'est-à-dire qu'à chaque date, il y a 3 éléments en fait. Donc, il faut avoir cette intuition. Tout comme la matrice grand XT aussi, qui à chaque date en fait est une matrice 3-3. OK? Mais le bêta, par contre, ne change pas. Donc, c'est
C'est comme ça qu'il fallait l'écrire. Ou soit, vous pouvez mettre, qu'est-ce que je fais? Soit vous pouvez mettre donc cette constante donc dans le xt ici. Dans ces cas, euh, il va rester, comment le mettre? 1, 1, 1, non, 3 lignes. Donc, il va rester à gauche. 1, 1, 1. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous mettez la matrice identité. OK? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sur la gauche, à côté de X, et puis vous l'écrivez comme ça. Donc, les deux écritures sont valables. Donc, quelqu'un qui écrit comme ça, quelqu'un qui écrit comme ça aussi, ben, c'est bien pareil. OK? Alors, interprétation telle que dans le cas petit a, mais maintenant, ce qu'on va tester, c'est qu'on va tester si tous les alphas sont nuls simultanément. OK? Ou soit on écrit comme ça, alpha égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0, soit on met le vecteur alpha égale à 0. OK? Le vecteur alpha égale à 0, ou bien on va tester vraiment R fois delta égale à 0. Donc, c'est 0, voilà. Donc, c'est un, un vecteur, en fait. 0, c'est un 0 dans R au cube. OK? Et le R, c'est 1, 1, 1 et puis 0, 0, 0. Donc, dans ce cas, le 1, 1 va multiplier juste les alpha. Et puis, les zéros qui vont multiplier, donc tous les restes, ils vont juste disparaître. Est-ce que vous comprenez bien? Bon, vu que vous avez passé du temps là-dessus, vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Alors, petit B, je lis la question. En supposant que les erreurs dans ton modèle sont encore indépendants et identiquement distribués sur une normale et sont indépendantes aussi des régresseurs, écrivez la fonction de vraisemblance, la longue vraisemblance de votre échantillon, trouver les CPO pour la solution et de l'estimateur du maximum de vraisemblance et démontrer que ça donne toujours donc les moindres carrés généralisés cette fois-ci. Alors, ça, on est toujours dans le même contexte, sauf que il faut savoir dériver ici, ce sont des matrices et il faut savoir aussi il faut juste faire attention quand on fait les calculs. Alors, ici, la fonction de densité, ce n'est pas un sigma racine de 2pi, mais c'est le déterminant donc, de la matrice de variance covariante des termes d'erreur, exposant en moins demi. Donc, c'est ça, en fait, 1 sur 6, 1 sur racine carrée de sigma, qui est donné par donc, déterminant exposant en moins demi. Et donc, racine de 2pi ici, et puis c'est l'exponentielle. Donc, le carré maintenant, donc epsilon t prime fois sigma moins 1 epsilon t, par définition, c'est comme ça qu'on met en fonction des densités dans le cadre multidimensionnel. Alors, quand on multiplie tout ceci, ceci va aller exposant t, donc on va prendre le ln dessus, donc ça va donner moins 3t sur 2, ln de 2pi, et puis le produit de tout ceci, après on va prendre donc le ln, ceci, bien entendu le produit, ça va les élever finalement à exposant t, donc le ln va faire descendre donc le t, il y a ln ici. Okay. Il y a un logarithme qui marque quelque part là. Okay. Il y a un logarithme qui a sauté ici. Et ici, le produit sur tout ceci, donc le produit va rentrer, ça va devenir la somme. Donc le ln de l'exponentielle, donc ça va résister juste la somme donc, de tout ça. Okay. Donc ici, il y a un logarithme qui a sauté. Alors donc, on va dériver tout ça par rapport à delta. Bien entendu, ces éléments vont donner 0. Ensuite, on va trouver quelque chose du genre de ça par rapport à delta. Alors donc, quand on dérive d'abord,
quand on dérive, euh, alors, c'est quoi déjà? Suppose qu'on dérive x, v, x prime. On va dériver tout ça par rapport à x. Qui sait ce que ça donne? Ça donne 2 fois vx. OK? C'est une propriété en dérivation donc dans Éco 1600 qu'on avait vu. Alors donc, c'est cette formule-là qu'on va utiliser en fait à ce niveau. Donc, quand on va dériver ça, donc ça va faire comme cette matrice fois donc la dérivée. Bon, bien sûr, il faut mettre la dérivée donc par rapport à delta, ça donne moins z prime qu'on met à côté d'abord. Donc, ça va faire 2 fois. Il y a un 2 qui va s'annuler avec le demi et il va rester vraiment juste ça. Il n'y aura plus le carré, mais avec cette expression. Donc, ça fois ça. 2 fois ça fois ça. OK? Et quand vous développez ça fois ça, quand vous développez ça sur ça, et vous balancez seulement là, de l'autre côté, vous trouverez delta chapeau, ça donne somme de t à l'égalité zt prime sigma moins 1 zt moins 1, somme zt sigma moins 1 yt. La seule différence ici, c'est que dans cette expression, il y a sigma moins 1 qui apparaît et puis il y a sigma moins 1 qui apparaît ici aussi. Sinon, ça serait MCO. Mais on l'appelle M moins carré généralisé parce que il y avait il y a donc ce sigma moins 1. Dans le cas où sigma moins 1 est égal à identité, ça donnerait donc un MCO. OK? Voilà, donc c'est ça le petit c, il dit, en sachant que dans son modèle MCO égale à MCG, trouver la loi de probabilité asymptotique de l'estimateur MCO, ainsi qu'un estimateur convergent de sa matrice de variance-covariance asymptotique. Alors, donc, si MCO égale à MCG, ça veut dire que finalement, on aurait en fait cette expression va être toujours égale à cette expression. OK? Il nous dit ça. Alors, on va trouver la loi. Okay? La loi asymptotique. La loi asymptotique qui va converger. Donc, on sait déjà, vous pouvez calculer cette expression, comme c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, racine de delta chapeau moins delta, ça donne 1 sur t, blablabla, tous. Alors, on sait que chacun, ça va converger en pourboire d'après la loi des grands nombres et QZZ moins 1, ouais, QZZ moins 1 parce qu'on utilise la loi des grands nombres en même temps que le Slotsky, parce que ce qu'il y a dans la parenthèse va converger vers QZZ, et puis on va élever à moins 1, on va faire les choses en moins 1 qui va converger donc QZZ en moins 1. Et ceci, alors, il y a 1 sur t quelque part ici qui manque. Il y a 1 sur t ici. Cette somme qui va converger vers l'espérance nulle, mais de variance, la variance donc de Z'(T) epsilon. Donc, ça va donner comme une matrice de variance-covariance entre ZT et epsilon, qu'on note Z sigma Z. Okay. Z sigma Z, c'est l'espérance donc de cette expression-là. Z' sigma ZT. Et donc, c'est ça la loi. Maintenant, on va trouver l'estimateur de l'estimateur donc de cette variable. Donc, on veut trouver l'estimateur de ce bonhomme. OK. Alors, quel est l'estimateur de ce bonhomme? On sait que QZ, bon, avant d'arriver là-bas, c'est qu'il faut multiplier. Donc, tout ceci va converger vers ça fois ça. OK.
Donc, ceci doit entrer à l'intérieur. Il va rester à gauche et puis à droite. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Il reste à gauche et à droite. Bien sûr, c'est prime ici, mais comme c'est une matrice qui est symétrique, donc on retrouve la même chose à gauche et puis à droite. Alors, elles sont leur estimées. On va estimer. Donc, on va mettre juste les chapeaux là-dessus. Donc, ça va donner chapeau de ci, chapeau de ci, chapeau de cela. Et on connaît bien l'expression de chacun. OK. Donc, QZZ, c'est 1 sur T, sont des ZT prime, ZT, QX, non, QZ, ici c'est Z, hein? C'est pas X. QZ, sigma Z, ça donne 1 sur T, somme de ZT prime sigma, chapeau ZT, et QZZ, bon, on connaît déjà. Donc, on a en fait une sorte de matrice de covariance de delta chapeau estimée. OK? Donc, notez, on peut démontrer que si les régresseurs sont identiques dans les trois équations, ce qui est le cas ici, alors QZZ prime QZ sigma Z QZZ moins 1 va donner QZ sigma moins 1 Z. Qui est égal à, je pense qu'il n'y a pas de moins 1 ici. Oui, il n'y a pas de moins 1. Il n'y a pas de moins 1. OK? Est-ce que vous me suivez? OK. Bon, essentiellement le cours. Alors, petit D, proposer une statistique, donc c'est toujours la même chose, mais cette fois-ci, comme il y a beaucoup de, c'est pas, ce sera un test joint. Donc, proposer une statistique pour tester l'hypothèse nulle énoncée dans la section A. Quelle est la loi asymptotique sous l'hypothèse nulle? Donc, la seule différence, c'est que ça va sur une loi de qui 2. C'est parce que c'est joint. Et vous avez appris à faire ce genre de tests. Ben, ça, je ne sais pas si vous voulez que je construise comment est-ce qu'on construit ça. Bon, ça, on le sait tous. OK? Donc, c'est cette formule-là qu'il faut juste utiliser pour faire le test. OK? Dans Eco 1600, bon, je vais démontrer d'où ça vient cette formule, mais bon, on n'en est pas là aujourd'hui. OK? Bon, je sais pas. Vous pouvez aller, si vous regardez toujours sur les autres vidéos de Eco 1600, dans la correction du TP, il y avait un étudiant qui avait posé la question pourquoi on ne peut pas s'arrêter juste sur la norme normale toujours qu'on devait multiplier pour avoir une qui deux. Je l'ai expliqué dans la correction du TP. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez réécouter la vidéo sur Eco 1600, la correction du TP1. OK. Petite E, les résultats de cette analyse empirique, comment vous renseignent-ils sur les risques, sur le risque des actifs et de leur relation risque-rendement? Donc, c'est toujours similaire à un petit e. Si on rejette A0, c'est parce que au moins un des constantes alpha i est non nul. Mais la statistique ne nous dit pas combien ou lesquelles des constantes sont non nulles. J'espère que vous comprenez cela parce que c'est un test joint. Le fait de tester, ça égale à ça égale à ça égale à 0. Si vous rejetez cette hypothèse-là, ça vous dit simplement que c'est l'alternative qui s'est réalisée, c'est-à-dire que pas que les trois sont nuls, donc un peut être juste nul. Si un est non nul, ben, il va rejeter tout ceci, parce qu'un seul est différent de 0. Mais vous ne savez pas lequel est, parce que le test ne fait pas ça. OK. La troisième partie.
qui est la dernière. On nous dit alors de supposer que chacun des modèles économétriques analysés par les questions 1 et 2, il y a de l'hétéroscédasticité intertemporelle et dans les erreurs de régression. Comment est-ce qu'on représente mathématiquement la présence de l'hétéroscédasticité intertemporelle dans ces deux modèles économiquement? Quelles sont les raisons pourquoi de l'hétéroscédasticité intertemporelle pourrait être présente dans les rendements des actifs financiers? En tout cas, ça vous fait une bonne révision du cours, hein, le TP. Ah, j'apprécie quand même cette méthodologie. Quand c'est un peu lourd le cours, faire ce genre de TP, ça oblige les étudiants à vraiment à bosser tout correctement qu'il faut. Donc, c'est parfait. Alors, cette fois-ci, donc l'epsilon t ne suit plus un sigma carré comme ça, mais ça suit un sigma t. Donc, chaque epsilon t suit donc une matrice de variance-covariance qui varie dans le temps. Voilà. Alors, et économiquement, la volatilité des marchés, peut varier à travers du temps pour de nombreuses raisons, que ce soit systématique, c'est-à-dire instabilité économique, politique, ou pour des raisons spécifiques aux actifs individuels, les conditions d'instabilité dans leur marché spécifique, des problèmes intérieurs à une corporation ou industrie. Donc, je pense que vous comprenez bien l'idée. Déjà, même Covid vient introduire une sorte de volatilité en 2020 sur le marché boursier qui sont totalement différents donc des volatilités en 2019. Donc, les résidus ou bien les erreurs ne présentent pas les mêmes variances en 2020 qu'en 2019. Donc, c'est totalement réaliste de penser qu'il pourrait y avoir donc de l'hétéroscédasticité en fait dans les données financières. Voilà, donc c'est la réponse essentiellement. Alors, petit b, pour chacun des modèles dans les questions 1 et 2, trouver la loi de probabilité asymptotique de l'estimateur MCO ainsi qu'un estimateur convergent de sa matrice de covariance asymptotique. Okay? On va trouver la loi. On sait le faire, c'est toujours la même chanson, sauf qu'il va apparaître maintenant un certain sigma ou bien une certaine variance qui va changer juste. Donc, c'est la même chanson. D'après l'expression de delta chapeau, qu'est-ce qui a fait du bruit? OK. Bon. D'après l'expression de delta chapeau, on peut écrire ça comme ça. Donc, il y a un sur T ici, un sur ici. Ah oui, c'est racine de T. Et puis, un sur racine de T là. Alors, donc, ça va converger vers x moins 1, c'est la même chanson. Et puis, xt epsilon t, maintenant, il ne va pas converger vers qx x fois sigma carré. Non. OK? Ça va converger vers donc, la limite, parce que les deux éléments là, ça n'est pas zéro. Vous vous souvenez, c'est quel est le principe? C'est le théorème central limite généralisé. OK? Je pense que je vous l'avais présenté. Donc, ceci va converger vers donc la loi normale 0V, où V, en fait, c'est la limite donc de cette somme-là. Okay. Epsilon t carré xt prime. OK? Alors, maintenant qu'on a ça, on va multiplier maintenant ça, qx moins 1 fois v à gauche et à droite, enfin, à droite de façon symétrique. Donc, comme c'est symétrique, donc sa symétrie, sa transposée, je dis, donne toujours le même. Alors, donc, on a juste, à la différence donc, de la question petit 1, il y a un V qui apparaît juste là. OK. Alors, donc, on a la loi
on peut aller trouver, donc la matrice de variance covariance de delta chapeau, c'est ce bonhomme. OK? Et après, on va aller trouver son estimé. Son estimé, c'est le chapeau avec chaque élément. OK? Ça fait la somme de xt prime, que x moins 1, c'est ça, enfin l'inverse de ça. Et v chapeau, ce serait donc les epsilon t chapeau xt prime, la moyenne. Plus, c'est pas la limite cette fois-ci. Parce que la limite de l'espérance, c'est la somme des espérances, en fait. Ça va converger. C'est ce qui estime, en fait, ces éléments. C'est ça les espérances. Hein. Encore une fois, il faut faire la différence entre epsilon t et epsilon t chapeau. OK? Parce que souvent, on estime le epsilon t par la somme des epsilon t chapeau, la moyenne des epsilon t chapeau. Alors, après ça, on va trouver, ça c'est lequel? Oui, ça c'est dans le cas de la question 2. Ça c'est dans le cas de la question 1. Okay? Si on suppose dans la question 2, il y a de l'hétéroscédasticité, alors qu'il y avait déjà un Z d'abord, donc le V, maintenant, cette fois-ci, ça ne sera plus simplement epsilon t, okay, fois Z, fois XX, mais parce que ici, c'est epsilon t carré xt prime. Cette fois-ci, ce sera zt prime, epsilon t prime, zt, parce que d'abord, les epsilon t ne sont plus des réels comme dans le cas de petit 1. Petit 1, c'est juste une seule variable. Maintenant, comme il y en a trois actifs, donc c'est epsilon t, c'est 3. C'est 3 lignes, une colonne. Donc, on ne peut pas mettre epsilon t carré. Il faut le multiplier par sa transposée si on veut son carré. Et donc, zt prime fois zt aussi. C'est juste la notation qui diffère. Mais tout le reste, c'est pareil. On va mettre qzz-1, qzz-1 là, veut-il, et donc qzz-1 chapeau, veut-il chapeau, qzz-1 chapeau, et qzz-1 chapeau, on connaît, veut-il chapeau, ça va donner juste 1 sur t, la somme des zt prime, epsilon t chapeau, epsilon t prime, chapeau, zt, zt, ouais, c'est ça. Donc, c'est essentiellement ça. C'est toujours le cours, hein. Je ne sais pas comment demander à ceux qui ont fait le cours 8600 pour voir comment est-ce que l'examen, comment ils ont fait l'examen. Je sais qu'ils l'ont fait en ligne. Je ne sais pas s'ils l'ont fait déjà, mais c'est presque sûr. Mais la question que je me posais, est-ce que Douglas va donner l'examen comme avant ou tout est comme toujours par rapport au cours, tout ça. Mais comme vous serez en ligne, il y en a qui sont tentés d'aller ouvrir les cahiers, ben, on ne peut pas empêcher ça. Donc, est-ce que ça va vous donner d'apprendre moins ou bien est-ce qu'il va corser? C'est ça en fait, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a tout dans le cours. Alors, la question petit c. Pour chacun des modèles dans les questions 1 et 2, proposer une statistique pour tester l'hypothèse nulle énoncée dans la question 1 de la question. Okay. Quelle est la loi asymptotique? Donc, c'est toujours la même chose. Okay. Alors, c'est quoi la réponse? C'est que c'est toujours l'équipe. Donc, pour la question 1, on aura un T, mais juste la matrice de variance-covariance qui va juste changer. Ce n'est plus que x moins 1, simplement, mais il y a un V tilde, un V chapeau. Et donc, dans la question 2, il y a le V tilde chapeau qui va juste apparaître. OK? Donc, c'est juste les matrices là qui changent à ce niveau par rapport à la question
petit 2 et la question petit 1, les matrices qui vont changer. OK? Et ça suit la normale toujours. Et puis, la loi de qui 2. Ouais, c'est ça à la fin. Est-ce que vous avez bien travaillé ça? Je n'ai pas ouvert vos copies. Donc, je ne sais pas si vous avez bien travaillé ou non. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, pas de questions, merci. Non, je ne vais pas vous envoyer le corrigé, mais je vais vous envoyer quand même le lien. Comme ça, vous pourrez regarder la vidéo. C'est ça. Une question. Oui. Est-ce que la session 2, ça constitue le deuxième TP ou après on aura un deuxième TP? Après, vous aurez un deuxième TP, ouais. Ok. Ouais, je pense que oui. Oui. Vous aurez un deuxième TP. OK.